Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Bazin. Donc Audrey, vous avez une formation en histoire de l'art et vous naviguez dans le milieu de la photographie depuis plus de 10 ans et vous êtes actuellement la directrice des relations extérieures et projets associés à la Galerie d'art contemporain Christophe Gaillard. Donc je vais pas présenter toute votre expérience parce qu'on va revenir sur celle-ci au fil de notre conversation. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? En quelques mots Alors, j'aime beaucoup l'exercice du questionnaire de Proust parce que je trouve que c'est plus simple pour parler de soi, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile en quelques mots de se présenter de manière personnelle. On est toujours questionné sur son parcours professionnel et c'est vrai que j'ai toujours les mots pour parler de moi de manière professionnelle, mais de manière personnelle, c'est toujours plus compliqué. Donc en quelques mots, je suis Audrey Bazin, j'ai 45 ans, je suis passionnée par la photographie. J'ai un parcours effectivement en histoire de l'art, mais j'ai aussi un parcours agile, disons, puisque j'ai une expérience en dehors de ce milieu photographique. Je m'intéresse un peu à tout, au théâtre, à la littérature. Je suis passionnée de cinéma et j'aime beaucoup marcher dans la nature. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais au moins je me présente de façon un peu différente que ce que j'ai l'habitude de faire. Pour commencer notre entretien, pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel? Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir dans quel contexte social vous avez grandi, dans quelle ville, jusqu'à votre emploi actuel chez Christophe Gaillard. Oui. Alors oui, j'ai grandi dans un milieu social, comment pourrait-on l'appeler, une classe moyenne. J'ai 2 parents qui ne sont pas du milieu artistique du tout, mais qui étaient passionnés par la beauté surtout, qui m'ont appris à regarder le monde et à trouver la beauté un peu partout. Donc c'est des gens qui m'ont vraiment ouvert à ce monde-là de l'art, et puis c'était des gens des gens qui sont très cultivés, très ouverts sur tous les domaines artistiques. Moi, je suis née à Boulogne-Billancourt. J'ai grandi à Saint-Cloud. Et ensuite, mon père a été muté à Lyon, donc j'ai grandi également à Lyon. J'ai passé toute mon adolescence à Lyon. Puis ensuite, à Bordeaux, j'ai commencé l'université. J'ai ensuite obtenu une bourse pour aller à Berlin étudier, et ensuite à New York. Donc voilà, je suis pas restée dans un endroit très précis. Petite, j'étais une élève, disons, très énergique, pas forcément très concentrée à l'école. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très présente, qui veillait à ce qu'on soit quand même consciencieux malgré ses difficultés. J'ai eu une scolarité plus ou moins en dents de scie, mais grâce à cette maman, je suis arrivée jusqu'à l'université. Pardon, juste du coup, le système scolaire ne vous convenait pas, il était trop rigide. Avec le recul, vous avez un peu aussi une idée pour... Je suis pas de ceux, vous savez, qui étaient très précoces, qui lisaient de la poésie à 8 ans et puis qui comprenaient Descartes à 14, ou qui étaient, comment on appelle ça, des personnes supra-intelligentes et à qui le système de scolarité ne correspondait pas. Non, je pense que c'est plus une énergie de faire, un appétit pour que ça aille vite, faire de multiples choses, et du coup c'était vraiment un problème de concentration. Je voulais aller voir ce qui se passait dans la cour, regarder par la fenêtre, discuter avec mes voisins. C'était plus un problème de réelle concentration qu'autre chose. Du coup, pardon, reprenez votre fil.
Oui, donc ensuite j'ai commencé l'université. J'avais fait une terminale littéraire et donc je me suis naturellement dirigée vers les lettres modernes. Et là, ça me plaisait beaucoup aussi, mais pour une raison que je ne saurais expliquer. Je suis pas arrivée à concrétiser ma première année. Et l'idée de redoubler cette année de lettres modernes m'a pas convaincue et j'ai réfléchi à faire autre chose. Et je me suis dirigée alors vers le droit, qui m'intéressait aussi pour toutes les questions humaines, sociétales. Les grands questionnements, ça me passionnait. Et là encore, je ne sais pas pourquoi, j'étais pourtant quelqu'un de sérieux, consciencieux, mais je suis pas arrivée à concrétiser non plus cette première année. J'ai donc redoublé parce que ça m'intéressait vraiment. Et encore une fois, j'ai échoué. Et là, j'ai rencontré une très très grande difficulté parce que quand j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie, que je me suis dit c'est histoire de l'art, j'ai voulu me réinscrire en première année. Et là, au secrétariat, je m'en souviendrai toute ma vie, la secrétaire me regarde et me dit mais madame, vous n'avez plus qu'à vous inscrire au chômage puisque vous n'avez pas le droit de vous inscrire une 4e fois en première année. Donc, vous n'avez qu'à imaginer votre vie autour des aides sociales. Et cette violence-là m'a vraiment mise à mal. Vraiment, j'étais au plus mal. J'étais au 36e dessous. Je suis rentrée chez moi. Et ma maman, encore une fois, elle l'avait fait tout au long de ma scolarité, m'a soutenue, un soutien inébranlable, et m'a dit mais tu vas pas te laisser dicter ton avenir par une seule personne. Donc il faut aller frapper à toutes les portes pour que tu puisses obtenir une 4e inscription, une dérogation. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée frapper à toutes les portes jusqu'à la porte du président de l'université de Bordeaux, qui m'a écoutée et qui a vu à quel point j'ai été motivée, à quel point on peut aussi à cet âge-là tâtonner, ne pas savoir ce qu'on veut. Et il m'a donné une 4e chance, donc. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi tous mes examens. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à aller à l'université, à travailler. Donc non seulement je suis redevable à ce président, malheureusement je me rappelle plus de son nom. J'aurais été très heureuse de pouvoir le remercier de vive voix. Puis ma maman évidemment, parce que sans elle, je pense que je sais pas, la blessure était très grande. Et puis cette violence, et ça m'accompagne toujours. Et j'ai eu un autre moment comme ça où j'ai été mise à mal. Et depuis, je pense que j'ai très très envie à chaque fois d'accompagner les gens, de les soutenir à ma mesure, mais je pense que ces 2 expériences m'ont vraiment marquée, voire traumatisée. Une autre fois, j'étais stagiaire déjà dans une galerie d'art, et puis une amie de ma mère, elle travaillait au ministère de la Culture et m'avait accordé un rendez-vous à un café pour essayer, sans doute de m'aider, de m'orienter. Du moins, c'est comme ça que j'imaginais ce café. Et cette personne-là m'a dit, mais vous connaissez du monde, vous êtes issu du monde de l'art. Et je dis, non, non, absolument pas. Mes parents sont férus de culture et d'art, mais je n'ai aucun contact dans ce milieu-là. Et là, avec un sourire assez sadique, elle m'a dit, mais il faut vous arrêter là, vous n'y arriverez jamais. Si vous ne connaissez personne, vous n'y arriverez jamais. Et là, je me suis dit, mais quelle salope, je vais vraiment y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, je connais plus de monde qu'elle ne connaissait alors. C'est une belle leçon, de ne pas écouter tous ces gens qui pensent avoir raison et qui font du mal, quoi. Oui, mais encore une fois, j'avais des parents, mais une maman plus particulièrement très présente. Encore une fois, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup motivée. Ma personnalité même aussi, qui fait que j'avais pas envie de me voir dicter ma vie par une personne. Mais c'est vrai que si c'est une autre personne, ça risque de faire plus de mal que ça n'en fait. Ça m'a fait du mal sur le moment, mais c'est vrai que c'est des gens qui sont très nocifs
Ces 2 personnes-là étaient des personnes très nocives. Quand vous avez commencé votre formation en histoire de l'art, est-ce que vous saviez un petit peu vers quelle direction vous vouliez aller, vers l'enseignement, vers Oui, les musées, sûr. les galeries En fait, j'avais pris le temps au moment justement de ma réinscription où je devais imaginer ma vie puisque j'avais donc échoué en droit. Moi, je voulais être Indiana Jones. Alors, je voulais absolument faire de l'archéologie et j'étais passionnée par la Mésopotamie. Et puis, quand est arrivé le moment où il fallait choisir effectivement entre une voie et une autre en histoire de l'art, j'ai écouté mon père parce que mon père était quelqu'un de très inquiet, même si il nous soutenait parce que j'ai 2 frères, un est dans la musique et l'autre dans la production au théâtre. Et il était donc très inquiet pour ses 3 enfants qui étaient tous dans le milieu culturel. Et il m'a dit, écoute, réfléchis quand même parce que je pense qu'il y a très peu d'opportunités quand tu es archéologue, ça doit être très très dur. Tandis que dans l'art contemporain, tu risques d'avoir plus de chances, plus d'opportunités. Et je l'ai écouté parce que finalement, j'aimais autant l'un que l'autre. Et un jour, lors d'un cours, j'ai entendu une phrase qui m'a plu et j'en ai fait mon sujet de thèse. C'était l'influence du constructivisme et du suprématisme sur le minimalisme. Et je me suis dirigée donc dans la voie de l'art contemporain, mais j'ai longtemps hésité avec l'archéologie. Bon, aujourd'hui, l'histoire parle malheureusement pour moi, c'est-à-dire que j'aurais eu effectivement de grandes difficultés d'aller jusqu'au bout de mon projet. Mais j'ai toujours un œil quand même sur l'archéologie et peut-être qu'un jour je serai Indiana Jones. Voilà. De toute façon, il y a un lien entre tous les métiers peuvent aussi être liés quand on est dans le milieu de la création ou après des artistes, on peut aussi parfois faire des petits détours aussi vers dans d'autres secteurs. Il doit aussi y avoir des artistes qui doivent travailler sur ces secteurs, dans ce domaine-là, qui doivent aussi remuer des choses. Enfin, l'histoire du passé, des traces, c'est aussi quelque chose qui touche à d'autres thématiques. Enfin, en tout cas, ça peut toucher. Bien sûr, moi je le vois tous les jours, c'est-à-dire qu'on a un métier qui nous permet de faire des ponts constants. Entre tous les arts, mais aussi en histoire, en sociologie, c'est extraordinaire ce milieu-là. Moi, ma thèse, elle parlait autant d'art, mais que de politique, puisque c'était la guerre froide. Donc, on embrasse toujours énormément de domaines, et c'est ce qui me passionne particulièrement. Vous parlez pas d'un artiste juste en parlant de ses coups de pinceau ou de son cadrage photographique. On parle de 1000 choses concernant l'art et voilà, ça nourrit au quotidien. Et vous avez étudié du coup à l'étranger. Est-ce que vous souhaitiez vivre à l'étranger ou c'était vraiment une expérience d'ouverture d'esprit, enfin en tout cas de voir autre chose Ouverture d'esprit, non, parce que je l'avais déjà grâce à mes parents, mon éducation. Mes parents nous embarquaient partout, on a visité absolument toute la France en voiture. On partait je me souviens, les samedis matins, on savait pas où on allait aller, mais mon père, lui, savait. Et on allait visiter autant des cloîtres que des musées, ou même des villages, tout simplement, voir des beaux villages. Donc l'ouverture d'esprit, elle était là. Après, j'avais pas particulièrement envie d'aller à l'étranger. C'est juste que je me suis laissée porter par mes études. Je vous ai donné mon sujet de thèse, donc ça m'a amené d'abord à Berlin et ensuite donc à New York. Chaque fois, j'ai obtenu une bourse. Et pour aller à New York, j'avais obtenu la bourse pour étudier à la Columbia University. Donc, je suis restée un peu plus de 6 mois là-bas. Et puis ensuite, ayant vécu à New York, après être revenue, j'ai eu envie de m'y installer. Et je suis partie. Et l'avant-veille, j'ai rencontré celui qui allait être mon futur mari. Et au moment où tout allait commencer pour moi à New York, je me suis posé la question. Je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes à New York et tu dis oui à ce job, ou est-ce que tu rentres en France et tu fais ta vie avec celui que tu aimes? Et je suis rentrée en France. Et du coup, en France, vous aviez aussi un job ou alors un stage, ou comment s'est passé aussi du coup le retour
En fait, j'étais à ce moment-là, je travaillais dans une galerie, j'étais l'assistante de Maria Lund, qui était donc la galerie danoise à ce moment-là. Et donc, elle m'avait donné l'opportunité, d'aller et de revenir éventuellement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai retrouvé mon poste. Entre-temps, forcément, elle avait engagé quelqu'un pour me remplacer. Elle s'entendait bien avec cette personne-là. Puis, elle a fini par garder cette personne. Et donc, moi, j'ai dû partir vers de nouvelles aventures. Mais moi, j'ai toujours essayé, tout au long de mes études, d'avoir un pied dans l'art. C'est-à-dire que, dès les premiers temps, j'ai voulu faire des stages. Je voulais absolument apprendre sur le terrain. Et Maria Lund m'a appris et m'a donné mes premières armes, puisqu'elle m'a appris, les rudiments de ce métier de galeriste. Donc, j'ai fait beaucoup de stages. Et puis après, j'ai eu des contrats, qui débouchaient de ces stages-là. Plutôt en production ou alors en commercial, c'était à cette époque-là, la structure de Maria, oui, on faisait tout. On plantait des clous, on rebouchait les trous, on emballait les œuvres, on faisait les inventaires. Mais moi, ça m'a donné ma base. C'est quelqu'un qui est très très bien organisé. Et comme je suis quelqu'un de consciencieux, bien ça a très bien fonctionné entre nous. Et donc du coup, j'ai appris ces bases-là qui sont absolument nécessaires pour la suite. Et du coup, la suite, c'était une autre galerie ? Et du coup, la suite, oui, c'était une autre galerie, puisque quand je suis revenue des États-Unis, donc je ne pouvais plus, je travaillais plus à la galerie de Maria Lund, et je suis allée à la galerie qui s'appelait alors la Galerie Vieille du Temple, la galerie Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne aujourd'hui. Et là, j'y ai travaillé aussi quelques années, j'assistais à Marie-Hélène. Et ensuite, la vie a fait que j'ai arrêté là-bas. Je voulais passer à autre chose. Et là, j'avais une bonne étoile parce que le jour où j'ai démissionné de chez Marie-Hélène, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, mais t'es complètement folle. T'as démissionné alors que t'as aucune piste. Et j'étais en train de me dire que j'étais la fille la plus bête qui soit. Et je rentre chez moi et je passe devant la galerie particulière. Et là, il y avait Guillaume Fouché qui était dehors et qui me propose de boire un verre. On était en fin de journée. Je fais, oui, bien sûr. Et on s'entendait bien. On s'était rencontrés à différentes occasions lors de foires. Et on est autour de ce verre. Et là, Guillaume me dit, mais t'es sûr que tu veux pas travailler pour moi? Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Et donc, j'ai dit, oui, fais-moi une proposition. Et il m'a fait une belle proposition et j'ai travaillé. Ça fait partie, jusqu'à maintenant, de ma plus belle expérience professionnelle. J'ai jamais été aussi heureuse qu'à la galerie particulière. On s'entendait extrêmement bien, Frédéric Bius, Guillaume Fouché et moi. Quelles étaient un petit peu, les ambitions de cette galerie et qu'est-ce que c'était cette galerie pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Guillaume Fouché et Frédéric Bius avaient fondé cette galerie. Au départ, Guillaume, donc, il était, lui, spécialisé 18e. Il conseillait dans l'acquisition d'œuvres, mais il lui fallait un bureau. Donc, il avait visité un certain nombre de lieux et il est tombé sur l'espace qui était au 16 rue du Perche. Et l'espace était tellement extraordinaire. Pour ceux qui connaissaient pas, c'était donc une ancienne cour d'hôtel particulier qui avait été couverte d'une verrière et qui bénéficiait de cette grande porte cochère qui normalement donnait accès à cette cour intérieure, mais qui l'a donné accès directement à la galerie. Et il adorait le lieu. Et il s'y est dit, oui, mais c'est trop grand pour y mettre seulement un bureau, donc je vais ouvrir une galerie. Et c'est comme ça qu'il a ouvert la galerie particulière, qui était spécialisée en photographie et dessin. Et lui, passionné, il voulait la développer, mais de manière, sereine. Il n'y avait pas d'objectif. Je me souviens très bien d'une discussion, on parlait des foires à laquelle peut-être il fallait participer.
il me disait mais non, mais moi j'ai pas envie de courir après la FIAC, après Art Basel. Moi je veux faire les choses à mon rythme, comme je le sens. Si j'ai pas les artistes qui sont suffisamment réputés pour Art Basel, je m'en moque tant que moi je suis heureux avec ces artistes, tant que le dialogue me permet de faire des belles expositions, c'est ce qui importe pour moi. Et donc, on avait cette galerie, on était autant passionnés l'un que l'autre. C'était surtout Guillaume qui choisissait les artistes, qui faisait vraiment la direction artistique. Moi, je l'accompagnais dans la direction au quotidien. Et ça a été une galerie où on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir et où les artistes avaient plaisir aussi d'exposer. Et on avait des très 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 bons artistes. Je peux pas tous les citer, mais en photographe, on avait Claudine Dory, Anne-Lise Broyer, Todd Ido. En dessin, on avait Lévi Van Velo, on avait Ethan Moreau, on avait des artistes qui sont absolument exceptionnels. On avait Kate McGuire aussi avec ses sculptures à la plume. C'était vraiment un petit paradis, cette galerie. Je trouve qu'on avait une ligne. Quand la galerie a fermé, il a fallu aider du moins à trouver des galeries pour les artistes qu'on représentait. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était difficile parce que notre galerie, elle avait vraiment une ligne particulière. Et c'était une ligne poétique, littéraire, qui revendiquait la beauté. Et aujourd'hui, c'est pas forcément les lignes qui sont choisies par les galeries. Et la galerie a dû fermer pour des raisons financières, raisons économiques? Non, on avait en 2018, c'était une des plus belles années pour nous. Non, c'est juste que Guillaume et Frédéric ont créé une chaîne d'hôtels de luxe. Et ils ont eu envie de se donner complètement en développement de cette chaîne d'hôtels de luxe. Et voilà, ils ont choisi de fermer la galerie. Et à ce moment-là, j'ai dû choisir entre effectivement continuer moi dans le domaine artistique ou de les suivre puisqu'ils avaient envie que je les suive dans leur nouvelle aventure. Et puis j'ai eu envie de faire ce pas de côté. Je suis toujours, comme quand j'étais petite à l'école, à vouloir regarder le ciel par la fenêtre ou aller voir ce qui se passe dans la cour. Et donc, du coup, je les ai suivis pendant 1 an. J'ai dirigé pendant 1 an un hôtel de luxe dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence, à Loris, qui s'appelle le domaine de Fontenil. Et ce domaine, il y avait un hôtel, un restaurant étoilé, un bistrot gourmand, un centre d'art, et un domaine viticole. Et j'étais amenée à diriger l'ensemble, excepté le domaine viticole. Et j'avais quand même un pied toujours dans l'art, puisqu'il y avait ce centre d'art où il y avait un accord avec le FRAC PACA. Puis on faisait d'autres événements artistiques là-bas. Mais je suis passée d'une équipe, d'une personne. Je travaillais alors avec Aurélie Cavana, qui maintenant est journaliste à Art Press, à 60 personnes. C'était un métier qui était absolument passionnant, mais vraiment. Et j'avais à peu près les mêmes responsabilités qu'à la galerie, c'est-à-dire que vous devez être dans le détail, vous devez être dans l'accueil d'un public, dans un discours aussi et j'ai adoré vraiment cette expérience-là, mais encore une fois. Mon mari est à Paris, il est metteur en scène et acteur au théâtre, donc lui peut difficilement déménager et me suivre partout où j'ai envie d'aller. Et au bout d'1 an, travaillant 6 jours sur 7, 16 heures par jour, et lui aussi au théâtre, il a fallu faire un choix. Et donc je suis rentrée et à ce moment-là est arrivée la pandémie. Donc 2020, malheureusement, je l'ai passé à prospecter, à me chercher un emploi en pleine pandémie. J'ai revu la manière, parce que là j'ai été vraiment une écolière, puisque moi mes stages ont toujours débouché sur un travail, donc je n'avais jamais eu vraiment à être sur le marché du travail. Donc je ne savais pas écrire un CV, je ne savais pas rédiger une lettre de motivation, donc j'ai appris à faire ça grâce à un ami qui m'a beaucoup aidé, qui est Daniel Benoît, je tiens quand même à le préciser. Et j'ai commencé donc à beaucoup prospecter et envoyer donc beaucoup de CV. Et là, j'étais atterrée de voir à quel point les gens ne répondent pas.
Et ça m'a beaucoup marqué parce que effectivement, quand on est à la recherche d'un emploi, on a besoin d'un retour pour savoir pourquoi on n'est pas retenu, et si on n'est pas retenu, comment est-ce qu'on peut ne pas tomber dans le même piège? Parce que si ça se trouve, c'est juste une question de mots et non pas de parcours. Comment on peut ne pas tomber dans le même piège et faire une autre lettre de motivation, aborder de manière différente, je sais pas, un projet sur lequel on nous demande de réfléchir pour notre candidature. Donc j'étais, aussi là, à ce moment-là, assez perturbée par ce silence. Mais j'ai continué. Et puis après, j'ai une bonne étoile, encore une fois. Sur la fin de l'année 2020, j'ai envoyé mes vœux. Et j'ai envoyé mes vœux à Christophe Gaillard, Christophe et Nathalie Gaillard, plus précisément. Et ils m'ont gentiment répondu. Ils m'ont dit, écoute, heureux que tu sois de retour sur Paris. Et si tu as des collectionneurs qui sont intéressés par des artistes de la galerie, n'hésite pas. Et puis, on peut en discuter si tu le souhaites. Et pour moi, c'était une perche tendue. Et je me suis dit, mais j'ai plein d'autres idées pour la galerie de Christophe et Nathalie. Et donc, je leur ai donné rendez-vous. Je voulais juste préciser que Christophe et Nathalie Gaillard, je les connais depuis longtemps maintenant. Et je me souviendrai toujours, on allait souvent, avec Guillaume, prendre un café avant de débuter notre journée. C'était un café qui était la rue Vieille du Temple. Et à chaque fois, on y retrouvait Christophe et Nathalie. Et je me souviens de Guillaume qui disait que c'était le galeriste qui l'impressionnait le plus, parce qu'il avait toujours un livre à la main. Et aussi des catalogues de vente. Mais c'est vrai qu'on le voyait toujours un livre à la main, toujours différent, à se demander à quelle vitesse il lisait. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent, avec qui on avait vraiment plaisir d'échanger. Et donc du coup, quand est venu ce SMS, je dis j'ai plein d'autres galeries, j'étais sûre que l'écoute serait là, de la part de Nathalie et de Christophe. Donc j'ai pas eu peur d'aller me présenter sous un autre jour. Quand j'ai rencontré Christophe et Nathalie lors de ce rendez-vous, ont été intéressés par le développement du département photo. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que je me suis pas présentée de manière professionnelle, mais donc moi j'ai une expertise en photographie. Donc j'ai toujours travaillé dans des galeries où il y avait quand même beaucoup de représentations photos. Ensuite, je dirige depuis 10 ans, j'ai la direction artistique du prix Camera Clara, qui est un prix qui récompense un travail photographique à la chambre, qui a été fondé par Joséphine de Bodina Moreno, pardon. Et je fais partie des filles de la photo, j'accompagne des artistes photographes, donc je suis vraiment implantée, si je peux parler ainsi, dans le milieu photographique. Et donc, eux étaient intéressés à ce que je les accompagne dans le développement du département photo de la galerie, qui est un très beau département photo, puisqu'on a des artistes comme Michel Journiac, en passant par Marina Gadonex ou Stéphane Couturier. Et moi, j'avais envie de penser une galerie autrement. La galerie au quotidien, c'est un travail qui est absolument titanesque. C'est-à-dire que vous devez autant accueillir le public, avoir une stratégie de développement, penser une programmation, organiser cette programmation, participer à des foires en France et à l'étranger. L'adapter, parce qu'en ce moment, je pense qu'il faut être très agile. Exactement. Rédiger des dossiers de presse, prospecter pour que les artistes vivent en dehors de la galerie, parce que la vie d'un artiste ne s'arrête pas à l'exposition qu'il a à ce moment-là à la galerie. Il faut donc l'aider à être représenté ailleurs. Donc c'est des tâches vraiment multiples, sans parler effectivement de savoir emballer une œuvre, d'accrocher une œuvre, de reboucher les trous, de repeindre, etc. Donc c'est un travail qui est vraiment titanesque. Les gens ne se rendent pas compte. On pense qu'une galerie, c'est surtout des personnes qui sont là à l'accueil, mais c'est vraiment, vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc moi, grâce à la galerie particulière, j'avais quand même
une grande expérience de cette galerie au quotidien. Et je me souviens qu'à l'époque, je me rendais compte à quel point je n'avais pas suffisamment de temps justement pour prospecter. Prospecter, que ce soit de nouveaux collectionneurs, de nouveaux contacts institutionnels, de nouveaux contacts dans la presse et des collaborations avec des structures extérieures. Et je pense que si c'est pas essentiel, c'est du moins très important. Puisque les artistes aujourd'hui, ils ont aussi ces exigences-là, et c'est normal, c'est-à-dire des ventes, mais aussi une visibilité à la galerie et en dehors de la galerie. Donc, j'ai proposé ce projet-là à Christophe et Nathalie, et ils y ont été très sensibles. Ils y ont été d'autant plus sensibles qu'ils ont racheté un château en Normandie, un château 18e, qu'ils transforment en résidence d'artistes. Et du coup, je m'occupe avec Anne Lormineau, qui est ma collaboratrice à la galerie, justement de développer ces résidences, enfin de les créer, de les développer, ainsi qu'une bourse de recherche, des événements, des expositions, mais aussi un symposium, une biennale de la sculpture. Donc mon rôle à la galerie, il est triple. C'est donc le département photo, la prospection, donc les relations extérieures, et ces projets associés, donc qui sont surtout les projets du château, la résidence Le Tremblay. Et est-ce qu'il y a des lieux qui vous intéressent et que vous regardez de près pour vos projets de développement ? Je dois avouer qu'il y a un musée à Paris qui me plaît énormément et je suis très très admirative de la ligne depuis des années, qui est le musée de la chasse et de la nature, la Fondation Sommer. Donc ça, c'est un lieu pour moi qui est d'une intelligence extrême, puisque à l'époque, Claude Antonez et maintenant les équipes sur place, Raphaël Labril, Karen Chastagnol et les autres, mettre en valeur le musée lui-même, la collection, le propos, mais également intégrer de l'art contemporain pour faire dialoguer le musée avec aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a plein d'autres événements qui enrichissent, qui ponctuent donc leur actualité. Et je trouve ce musée absolument passionnant. Et après, Mathieu Humry avec les archives pour la Fondation Luma, ça m'intéresse particulièrement, d'autant plus que j'ai proposé à Christophe et Nathalie de créer pour la résidence Le Tremblay une bourse de recherche et une résidence d'artistes, toutes deux en lien avec un estate que la galerie gère. Par exemple, une bourse, un chercheur serait invité donc à réfléchir à une question qui aurait été traitée par l'artiste, de développer, et un artiste contemporain choisi par un jury invité à venir dialoguer avec une œuvre ou une partie de l'œuvre de l'estate. Donc ça, c'est aussi, les archives à la Fondation Loma, une chose qui m'intéresse particulièrement. Alors après, ce qui est fou, et ça c'est une question aussi qui peut être intéressante à aborder, c'est de voir à quel point le privé prend le pas sur le public. À quel point vous avez des privés qui créent, qui soutiennent la culture. Donc effectivement, vous avez des lieux qui sont absolument extraordinaires. La Villa Lacoste, par exemple. Mais là, dernièrement, vous avez le Château Bonisson, qui est un centre d'art, donc qui est pas très loin de Puy-Vert, qui est un centre d'art, mais qui est un musée, un véritable musée. Et c'est un lieu où j'espère pouvoir développer une exposition, si c'est possible, parce que justement, c'est ces lieux-là qui aujourd'hui font que la culture est toujours aussi dynamique, toujours aussi vivante. C'est ces lieux-là aujourd'hui vers lesquels je pense qu'il faut regarder. Et justement, ça me pose question parce que depuis un certain temps, on le voit, l'État se désengage de la culture. Bon, là, vous allez me parler évidemment des grandes aides, mais avant même la pandémie, l'État se désengage quand même. Il faut voir
justement comment on traite la culture aujourd'hui. Ça pourrait être un autre débat parce qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui sur justement comment on perçoit la culture aujourd'hui en France. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais, l'État se désengage de plus en plus, et du coup, vous avez ces grandes entreprises qui soutiennent donc les musées, les expositions. Mais là où il faut faire attention, c'est que justement, de plus en plus, ces entreprises demandent à ce que l'œuvre réponde aux politiques culturelles de l'entreprise. Auparavant, vous aviez des mécènes qui soutenaient les artistes parce qu'ils les aimaient, parce qu'ils croyaient en eux. Et aujourd'hui, on leur demande à ces mêmes artistes de répondre à certaines exigences parce qu'ils sont aidés. Et ça me pose question. Réellement, je voudrais voir où tout ça nous mène. Vous pensez qu'il y avait moins ça avant? Du coup, là, les politiques culturelles d'entreprise, oui, bien sûr. Vous avez des entreprises qui choisissent certains artistes ou qui les invitent à créer en fonction de leur propre ligne. Donc ça me pose question. J'aimerais rencontrer une personne qui est à la tête d'une entreprise et qui, elle, soutient l'art sans se poser de questions. L'art ou un artiste, tout simplement parce qu'il estime que le projet est viable et qu'il est intéressant, qu'il soit en lien ou pas avec sa ligne ou même avec ses propres idéaux, mais qui pose question. L'art ce qui est important en art, c'est la dissonance. Pour moi, je trouve que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'auparavant, quand je visitais des musées, je n'allais que vers les tableaux qui m'intéressaient. Et maintenant, je vais que vers les tableaux qui me dérangent, qui me plaisent pas, pour essayer de comprendre mais pourquoi ça me plaît pas, pourquoi ça me dérange. Et en même temps, ça rend la chose un peu plus, pimentée. Et j'aimerais trouver ça aussi dans les soutiens. Après, je trouve, je commence à partir dans d'autres pensées, mais les projets, ils n'attendent pas une période, ils naissent comme ça d'un coup, et je trouve souvent que les aides aussi étatiques répondent trop à une période, à des dossiers, et j'aimerais un peu plus de souplesse là-dedans. Vous avez parlé du prix de la photo Caméra Clara et des filles de la photo, mais vous êtes aussi cofondatrice du collectif Savage depuis 2019. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama des différentes activités et quelles sont vos implications dans le collectif? Au fil de la photo, vous êtes membre du bureau et avec le prix. Vous en avez déjà un petit peu parlé du prix, donc je pense qu'on peut commencer par le prix et nous dire un petit peu pour les deux autres, les filles de la photo et Savage. Alors, ma vie est ponctuée de rencontres. Donc, quand je travaillais à la galerie Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne, j'ai rencontré une des collectionneuses avec qui je m'entendais très très bien, Joséphine de Bodina Moreno. Et me sachant passionnée par la photographie, elle m'a proposé de l'accompagner dans la création donc du prix qu'elle souhaitait fonder pour donc soutenir la photographie. Et ensemble, on a pensé ce prix. J'ai constitué le jury et Michel Poivert a été particulièrement important puisque c'est lui qui nous a vraiment orientés vers la photographie à la chambre. Et ça correspondait particulièrement bien à au goût de Joséphine de Bodina Moreno. Pardon, donc, Michel Poivert, historien et théoricien de la photographie. Oui, pardon. Et donc, on a constitué un jury qui est constitué donc de 10 personnalités du monde de l'art. C'est un jury, on adore se retrouver pour les délibérations parce que c'est pas comme à la télé où les débats, plus personne n'entend plus personne et chacun reste sur son quant à soi. C'est vraiment un moment de dialogue où on s'écoute les uns les autres, où on respecte l'opinion, le choix des uns des autres. Donc c'est un grand moment de bonheur et un gros moment d'échange sur la photographie, ces délibérations. Et le prix est pourvu, donc c'est une dotation de 6 000 €. Et ensuite, le prix également
produit une exposition qui est chaque année accueillie dans une structure différente. L'année dernière, c'était à la galerie Clémentine de la Ferronnière. Et bon, là, j'ai pas encore confirmation, mais ça sera aussi dans une galerie parisienne, une galerie très établie dans la photographie. Et chaque année, Michel Poivert donc écrit un texte sur l'artiste, sur le lauréat. Et là, on va bientôt fêter les 10 ans du prix, donc on va sans doute publier un livre qui retrace donc les 10 années du prix avec les 10 lauréats et les coups de cœur, parce qu'on a aussi beaucoup de coups de cœur. Donc malheureusement, je peux pas annoncer quels sont les lauréats de cette année, puisque on l'annonce toujours le moment de la remise du prix. Pour Savage, donc Savage est arrivé au moment de la pandémie. Et pour moi, ça a été une bouée extraordinaire parce que tout d'un coup, il fallait penser des choses à nouveau, pas juste subir ce moment de pandémie, où on avait donc des projets, beaucoup de réflexions intellectuelles sur comment on voyait le monde de la photographie, comment on pouvait le faire évoluer. Et donc on est 5, c'est Nathalie Amae qui a fondé Savage et qui a invité Valérie Fougérolles, Mathieu Foss, Judith Perra et moi-même donc à constituer Savage. Donc on est 5 personnalités donc issues du milieu photographique, tous passionnés par ce milieu, qui réfléchissons à des expositions, à créer une nouvelle foire. On réfléchit sur de multiples domaines photographiques. Vous vous connaissiez déjà ? Moi, je connaissais Nathalie Amae parce qu'au moment de la galerie particulière, elle avait écrit un article sur une des artistes qu'on représentait. Et j'ai trouvé tellement intelligent son propos que je me suis dit, il faut absolument que je rencontre cette fille. Et je lui ai couru après parce que, évidemment, on rencontre pas toujours aussi facilement les gens qu'on a envie de rencontrer. Donc, je lui ai vraiment couru après. Et puis, un jour, on s'est retrouvés par hasard et on s'est très, très bien entendus. Et donc, on était amis avant, finalement, de participer toutes deux à Savage. Et du coup, l'association des filles de la photo, alors j'ai déjà interviewé quelques Chantal Nedjib, etc., du collectif. Quel est un petit peu votre rôle dans cette association, pardon ? Voilà, comme toutes les filles, on est toutes au même niveau. Hein. On accompagne les filles de la photo de la manière qu'on peut, avec le temps qu'on peut donner. Donc moi, j'ai pu accompagner sur certains projets, notamment des lectures de portfolio. Mais ça, c'est un exercice que j'ai de plus en plus de mal à faire parce que je ne conçois pas un rendez-vous avec un photographe ou une photographe et lui dire mais c'est formidable, continue. Ça n'a pas de sens pour moi. Et le peu de fois où je l'ai fait, j'ai vraiment voulu accompagner les artistes le plus loin que je pouvais. Et à les mettre en lien avec de mes contacts, à les accompagner dans la réflexion. Mais mes contacts, ils sont limités. Je ne peux pas tout le temps solliciter les mêmes personnes. Et je me sens très frustrée. Et du coup, je ne peux plus faire les portfolios parce que je ne peux plus promettre quelque chose. Je ne peux plus promettre de mettre en lien. Je ne peux plus promettre d'accompagner. Et ça me frustre beaucoup. Donc, j'ai arrêté ça. Mais j'ai fait ça donc avec les filles de la photo. Vous avez une carrière où sur les 10 dernières années, on peut dire que vous avez vu un panorama du milieu de la photographie. Est-ce qu'il y a des grandes évolutions que vous avez pu voir en 10 ans quand vous étiez à la galerie particulière et puis maintenant à la galerie Christophe Gaillard? Est-ce qu'il y a des évolutions que vous avez vues dans le milieu de la photographie en général? Il y a plusieurs niveaux de ressenti, parce que là, effectivement, je ne peux parler que d'expérience personnelle, hein, c'est totalement subjectif. Mais déjà, par rapport aux thématiques qui sont abordées par les artistes, on le sent bien d'une période à l'autre, c'est-à-dire là avec la pandémie ou même avant, toutes des grandes questions de politique internationale, de questionnement sur l'identité. On sent à quel point les artistes s'emparent de ces questionnements avant même qu'ils soient réellement traités ensuite
en société. Donc ça, on le voit, on pressent ce qui va se passer un petit peu aussi avec les travaux, particulièrement avec moi le prix Caméra Clara où on reçoit à peu près 80-90 dossiers. C'est fou d'une année à l'autre à quel point les dossiers sont différents. Mais ils sont différents partout dans le monde, c'est-à-dire que partout dans le monde, c'est une sorte de subconscient collectif, parce que partout dans le monde, tout d'un coup, on va traiter du paysage. Ou partout dans le monde, on va traiter du portrait. Je vous dis ça parce que le prix Caméra Clara est un prix à l'international. Donc, on a des dossiers qui nous viennent du Japon, on a même des dossiers qui nous viennent d'Iran. Et donc, on se rend compte de ça. Donc, on pressent un petit peu les grandes questions sociétales par le traitement des artistes. Ensuite, par Paris Photo, on voit aussi à quel point la gestion d'une carrière est différente d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, un artiste, et vous m'aviez posé une question sur justement quels seraient mes conseils pour un artiste, mais on le voit là, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne pouvez pas seulement être un artiste qui propose une réflexion, une proposition formelle. Vous devez avoir en tête une stratégie de développement, une stratégie de communication, une stratégie en relations extérieures. Et ça, on le voit bien parce que avec les réseaux sociaux, à quel point les artistes s'emparent justement de tous ces aspects de ce qu'est une carrière artistique. Vous devez autant savoir parler de vous, insérer votre travail, contextualiser votre travail dans l'aujourd'hui, faire des références sociologiques, politiques, à des grands événements. Ça, je le vois, je le ressens vraiment beaucoup. Ensuite, on voit au niveau des collectionneurs que ça change également. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où la photographie contemporaine avait énormément de succès. Et aujourd'hui, où cette photographie contemporaine pose des questions de l'édition, de la reproduction, et on sent qu'il y a une plus grande réflexion autour justement de ce processus, disons, qui fait partie de la photographie contemporaine, qui est cette question d'édition. Donc on a vraiment aussi des collectionneurs qui se tournent vers les petits tirages, vers le tirage unique, ou alors vers les fameux tirages vintage. Et dans cette idée de solidarité, est-ce que vous auriez des conseils pour des photographes ou des artistes qui souhaitent se lancer en 2022, ou alors qui travaillent déjà et qui souhaiteraient avoir des conseils comme vous recevez des portfolios via le prix, via la galerie, est-ce que vous auriez des conseils assez pratiques que vous pourriez donner? Oui, mais je me demande à quel point ces conseils maintenant sont pas connus. Je le disais, il faut avoir une vision globale de son propre travail. Il faut apprendre à savoir en parler, à savoir écrire sur son travail, à faire des dossiers pour chaque série qui est créée, et surtout aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des commissaires d'exposition qui sont quand même la clé de ce milieu-là, au contact des galeries. Je dis pas arriver avec son portfolio parce que malheureusement les galeries sont très sollicitées pour des lectures de portfolio et on a déjà la peine parfois nous d'être à temps avec nos propres projets. Donc c'est très difficile de pouvoir accueillir les artistes pour des lectures de portfolio, même si on le fait. Mais ne serait-ce que pour tisser des liens, pour une fois dire un mot sur son travail, tisser des liens aussi avec la presse, créer évidemment son site, ses réseaux sociaux. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de tisser sa toile de contact. Et petit à petit, de chaque fois cultiver et surtout de connaître son environnement immédiat, qui est le conseiller culturel à la mairie,
quels sont les centres d'art, les structures, FRAC, les musées, de connaître absolument tout de son environnement local, parce que le premier réflexe est effectivement de contacter ces gens-là, puisque chaque région a la volonté comme de défendre ceux qui sont sur son territoire. Donc déjà bien connaître ça et essayer de tisser effectivement son réseau, de pas se mettre la pression parce que tout prend un temps infini. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un et 3 ans plus tard, cette personne, elle va penser à vous. Donc il faut voir au court, mais surtout au long terme. Et ne pas hésiter à prendre du temps pour toutes ces démarches administratives. Ça prend un temps infini, c'est chronophage au possible, c'est chiant. Les gens répondent pas forcément. On met à chaque fois beaucoup de soi dans ces dossiers, mais c'est essentiel, vraiment essentiel. Et puis ne jamais douter de soi, mais ça après c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais c'est essentiel pour faire une carrière, je pense. Oui, c'est essentiel. Et puis justement, dans le réseau qu'on se tisse, de tisser des liens avec d'autres photographes. Regardez Tendance Floue que j'admire énormément. C'est ce collectif de photographes qui dure depuis des décennies et qui s'entraident entre eux. Et voilà, c'est plus on est ensemble et plus on est fort. Donc de tisser des liens aussi à ce niveau-là, d'échanger beaucoup, de toujours être curieux. Je vois les artistes, on est créatif que si on est confronté justement aux autres. Non pas qu'il faille se mettre tout le temps des challenges et des défis, je pense que ça éteint plus qu'autre chose, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il suffit qu'on discute ensemble, et puis tout d'un coup, vous me dites quelque chose et ça rentre en résonance avec une question que j'avais. Donc voilà, d'être toujours en lien avec les autres. Eh ben, merci. Merci beaucoup, Audrey. Mais avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!